Et c'est donc parti. OK pour l'enregistrement. Donc, très content de vous accueillir. Je présenterai Village Vivant juste après. Pour vous dire qu'on a trois intervenants avec nous ce soir, que j'accueille et que je remercie chaleureusement. Je suis hyper content de réunir ces intervenants et les structures qu'elles représentent. Euh, donc, dans l'ordre des intervenants, on va commencer avec Famille Rurale et Jean-Baptiste Beau. Jean-Baptiste, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Bonsoir, merci de ton Euh, invitation. donc, on reviendra tout à l'heure, hein, je représenterai Famille Rurale. On continuera avec Relier, Raphaël Jourjon. Merci d'être là. Salut Raphaël. Bonjour à tous et toutes. Et Chloé Brion de 1000 Cafés. Merci Chloé d'être là. Bonsoir. Merci à toi et bonjour à tout le monde. Et merci aux presque 50 qui sont là. Donc, merci à tous les trois d'être là. Ça vous va, très rapidement, je vais vous partager mon écran et je vais vous représenter Village Vivant dans les petites lignes, parce qu'on va faire vite et que c'est pas l'objet, mais quand même pour que vous sachiez qui vous parle. Et donc, je vais partager mon écran maintenant. Tout, tout, tout. Alors, on est où? On est où? Ah ben, il suffit de le dire et j'ai perdu ma slide. Ah, c'est là. Je reviens. Pourquoi je l'ai plus? Ah mince! Alors, on a répété, mais bien sûr, les jouets du direct, c'est pas ça. Attendez. Je vous demande un instant, on va y arriver. Oui, c'est ça. Hop. Et je mets en diapo. Est-ce que vous me confirmez, ceux qui ont le micro ouvert, que ça fonctionne? Oui, Super. Oui, oui, ça fonctionne. Ok, très bien. Donc, pour les derniers arrivés, la table ronde commence. Donc voilà, les intervenants, vous les avez en vrai, on avait remis vos photos. Pour vous dire rapidement, Village Vivant et nos dernières actus, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une coopérative immobilière rurale et citoyenne. L'objectif, c'est avec les citoyens d'acheter des lieux, de débloquer l'accès à l'immobilier, d'en faire des communs pour réouvrir des lieux, pour créer du lien dans les territoires ruraux et venir débloquer cet accès à l'immobilier, en faire un atout pour les activités, pour les territoires ruraux, plutôt qu'un blocage, et venir réfléchir sur le temps long, sur la vocation des lieux, l'usage des lieux. Donc on le fait avec les citoyens, avec l'épargne citoyenne, je l'ai dit. Aujourd'hui, on s'est créé il y a 5 ans. On a acquis 27 lieux et on aura 28 à la fin de l'année dans 11 départements du quart sud-est de la France. Depuis la Saône-et-Loire au nord, la belle photo que vous voyez chez Cocotte, jusque dans les Cévennes au sud. Ça représente 8,5 millions d'investis à ce jour. Donc ça commence à être intéressant en termes de volume qu'on investit sur les territoires ruraux. Et tout ça, on le fait avec plus de 800 citoyens engagés qui prennent à l'image de nos grands frères comme à Terre de Liens des parts sociales ou des titres participatifs dans Village Vivant. Pour notre grosse actu qu'on vous partagera en chat, c'est comme chaque année la levée de fonds. Voilà, pour que les citoyens puissent monter à bord et vous trouverez toutes les infos dans le chat et Clément, je pense, vous partagera le lien. Une autre activité de Village Vivant en dehors de l'immobilier, de l'installation de porteurs de projets dans nos murs, hein, dans le schéma classique, c'est les porteurs de projets qui viennent nous voir pour qu'on achète le lieu. C'est l'accompagnement des collectivités et des formations. L'idée, c'est à partir de nos expériences, à partir de notre vision aussi des territoires ruraux, de l'entrepreneuriat, de la coopération, des solidarités, de venir essaimer avec ces accompagnements sur la réactivation de lieux ou ces formations. Et ça, c'est pareil, je ne développe pas, vous aurez plus de choses sur notre site.
Voilà en quelques mots l'essence de Village Vivant. Mais au-delà de ça, et j'arrête le partage à nouveau, hop. Au-delà de ça, ce qui nous anime, c'est une vision positive des territoires ruraux. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On porte un discours sur, on veut promouvoir des territoires ruraux qui soient vivants, qui soient des territoires de solidarité et de coopération. Et c'est pour ça qu'on a monté Village Vivant avec un outil très concret. On ne voulait pas être dans les discours, on voulait être sur un outil concret, en l'occurrence s'attaquer à l'immobilier, s'attaquer au marché de l'immobilier. Maintenant qu'on a fait nos expériences, qu'on a nos lieux, euh, notre conseil d'administration et les citoyens qui sont avec nous s'intéressent de plus en plus à dire comment on peut, on a fait, maintenant on veut faire savoir qu'on a fait. Et à partir de ces micro-expériences et à partir du modèle global, on veut porter un discours, on veut montrer qu'il y a des choses possibles, qu'il y a de la coopération, des solidarités sur les territoires ruraux. Et c'est dans ce cadre-là, et pour être euh, tout à fait dans le contexte bien ancré, au regard aussi des dernières échéances électorales, des mouvements qui se sont passés, on a réfléchi à comment on devait, on pouvait prendre la parole. Et ce contexte électoral nous a montré finalement que les territoires ruraux, ceux qui en parlaient le plus, c'était peut-être ceux qui étaient le moins présents, au niveau politique notamment, et qu'on ne se reconnaissait pas dans le discours sur les ruralités qui consistait à stigmatiser les territoires ruraux avec un électorat qui serait un électorat d'extrême droite et qui serait que conservateur. Alors, les territoires ruraux sont des territoires de difficulté pour certains, il y a des soucis, mais comme partout. Mais il y a aussi un visage positif, il y a aussi des solidarités, des innovations et plein de belles choses qui se font sur ces territoires. Et on pense à Village Vivant, et je pense que les acteurs qui sont là ce soir vous diront la même chose, qu'on a un devoir de porter aussi un autre discours et une autre vision sur ces territoires. Euh, voilà pourquoi on a lancé ce cycle, et puis on voulait lancer un cycle de discussion sur la finance, l'immobilier et la ruralité. Et du coup, on ouvre ce cycle de discussion avec ces partenaires-là. Euh, donc c'est dans ce cadre-là qu'on ouvre cette discussion. Eh bien, sans plus attendre, on va passer à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu nous entends? Très bien. Ok, super. Donc, Jean-Baptiste, tu es responsable des partenariats institutionnels à Famille Rurale. On avait échangé il y a quelques temps et en effet, on partageait cette vision et on s'est dit, voilà, moi, quand on a décidé de monter cette visio, alors je leur dis aussi, c'est la première qu'on fait. Donc, s'il y a des erreurs, des imperfections, vous nous direz, on est preneur de retour, il y a pas de souci. On s'est dit, c'était chouette de vous avoir. Famille Rurale, c'est un acteur historique de la ruralité, de la solidarité en milieu rural. Vous êtes association reconnue d'utilité publique. Vous avez plus de, je regardais les chiffres, je les ai notés parce qu'il y en a beaucoup. 121 000 familles adhérentes, 1850 associations locales, 69 fédérations départementales, 11 fédérations régionales, 25 000 bénévoles et 17 salariés. Donc, 17 000. 17 000 salariés. Voilà. Donc, premier mouvement familial associatif de France. Dans les valeurs que vous mettez en avant, que, que vous défendez, on retrouve l'échange, la participation citoyenne, la solidarité, la convivialité. Et ce qui m'a bien interpellé, c'est que vous mettez aussi au centre de vos actions les combats contre toute forme de discrimination, de rejet ou de stigmatisation, ce qui est d'une actualité criante. Voilà. Et dans plein de domaines, tu nous donneras des exemples. Petite enfance, senior, consommation, tiers-lieu, il y a beaucoup de domaines sur lesquels vous intervenez. Peut-être on pourrait se dire dans quel domaine vous intervenez pas. Mais voilà, tu viendras illustrer ça certainement dans ton propos. Pour donner la parole, famille rurale, et vous verrez en lien, tu nous le partageras si ce n'est pas encore fait. J'ai pas regardé, famille rurale Ouais. avait lancé des études sur la perception et les réalités des territoires ruraux. Et moi, c'est un petit peu comme ça que je veux te lancer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu votre regard à travers ces études que vous avez menées avec l'IPFOP sur ces perceptions-là et à travers vos actions, quels enseignements vous en tirez de ces études? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour mettre en œuvre vos valeurs concrètement et peut-être intervenir, changer, modifier ces perceptions? À toi, Jean-Baptiste.
Et merci beaucoup de cette introduction. Ça va m'éviter de présenter Famille Rurale de manière trop longue. Alors, tu l'as dit, c'est vrai que dans le rôle qu'on a en tant que fédération nationale, donc on a effectivement à animer tout ce réseau d'associations qui apportent en fait des services de proximité à la population au quotidien. Donc, ça va des crèches aux centres de loisirs, aux actions culturelles, aux périscolaires. On fait des formations BAFA. Et puis des services aussi, on gère des maisons de services au public, on a même du transport solidaire. Donc, c'est vraiment ce bouquet de services de proximité qui vise à améliorer tout simplement la vie des habitants, alors notamment donc nous des zones rurales et périurbaines. Et donc dans ce rôle d'animation, on met en place de nombreuses actions. Donc, il faut faire vivre ce réseau grâce à l'appui du national. Et puis, on a bien sûr aussi un rôle de plaidoyer où justement on se retrouve totalement dans cette ligne qui est de valoriser les ruralités et puis avoir une image positive des ruralités parce qu'on sait que ces dernières années, il y a un certain nombre de difficultés. Il pouvait y avoir aussi, et on le ressentait, un sentiment d'abandon, peut-être une image dans l'opinion publique qui pouvait être un peu négative, et en même temps, quand même, un regain d'attractivité ces dernières années, notamment avec le Covid, où on a de plus en plus de personnes qui veulent s'installer dans les zones rurales. Donc, partant de ce constat, ce qu'on a essayé de faire, en dehors évidemment des retours de terrain que nous avons, on s'est dit on va créer une enquête d'opinion avec l'IFOP qui est un peu inédite, où on avait 2 échantillons, donc un échantillon France globale, et puis un échantillon seulement des habitants zones rurales, ce qui nous permettait en fait de faire des comparaisons. Donc ça nous a permis d'objectiver un petit peu, j'allais dire, ces perceptions parfois paradoxales, à la fois d'attractivité, de bonne image, et puis d'un autre côté de difficulté. Alors, je ne vais pas vous détailler, on n'aurait pas le temps de le faire, l'enquête dans sa totalité, mais on en a eu 3 en fait depuis 2018. Ça nous a permis de faire des comparaisons. Donc, je vais vous mettre un lien dans le chat, comme ça, pour ceux qui voudront rentrer dans le détail de ces chiffres. C'est des chiffres qui ont été assez utilisés, même quand les plans sur la ruralité ont été présentés, etc. Donc, plutôt intéressant, on s'en est pas mal servi. Juste pour y revenir, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que effectivement, on a une image positive et une attractivité du monde rural qui a cru en fait ces dernières années. Alors, il y a eu un pic au moment du Covid qui est un peu redescendu, mais par rapport à la première enquête de 2018, on est sur on va dire une vision qui est plus positive qu'avant. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, l'attractivité du monde rural, on a 57% de la population qui trouve le monde rural attractif, alors que c'était il y a quelques années encore que 45. Donc, il y a eu souvent, il y a eu ce pic, des fois par 15 ou 20 points d'augmentation, on va dire, des items positifs, ce qui était, nous avait dit l'IFOP, un petit peu assez original et un peu du jamais vu dans les enquêtes d'opinion. Et puis, il y a de moins en moins, évidemment, de personnes qui jugent le monde rural en déclin. Et en fait, dans les facteurs de cette attractivité, entre guillemets, ou de cette image plutôt positive, on a notamment la qualité de vie. Ça, c'est une tendance, en fait, dans la société. On a une recherche de qualité de vie. Et donc, le monde rural, souvent, est associé dans l'imaginaire, parce que là, on parle bien de représentation, en tout cas à la qualité de vie, ou en tout cas à un monde proche de la nature, où il fait bon vivre, entre guillemets. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu le premier chiffre qu'on avait sorti en 2018, où on a 80% des Français en fait qui souhaiteraient vivre à la campagne, alors pas forcément y travailler. Et donc c'est quand même des chiffres qui peuvent paraître très importants. Cependant, ça n'efface pas un certain nombre de difficultés, et c'est ça qu'on voulait analyser. Et dans le même temps, on constate eh bien, qu'il y a une dégradation de certaines, notamment des services publics, de l'accès à la santé, des transports. Donc là, il y a une slide, vous verrez en page 15 pour ceux que ça intéresse. On constate que globalement, en tout cas sur ces items, il y a le sentiment que les choses se dégradent. Par exemple, l'accès aux services de santé, 66% des habitants du monde rural considèrent que ça s'est dégradé ces dernières années.
l'accès aux services publics, c'est 60. Donc, ça veut dire que c'est des chiffres qui sont quand même extrêmement importants et qui montrent qu'il y a bien sûr des difficultés. Et c'est ceci qui alimente ce sentiment d'abandon et ce sentiment parfois de colère qui peut s'exprimer dans les urnes comme on l'a constaté. On retrouve logiquement, quand on interroge évidemment la population sur c'est quoi les freins pour s'installer en milieu rural, on retrouve ce manque de services publics pour 70% des interrogés. L'emploi, ça s'est un petit peu amélioré ces dernières années, mais l'offre de transport, c'est pareil, 60%. Et donc, c'est surtout là-dessus, en fait, que les ruraux ont des attentes. Quand on leur demande quelles sont leurs priorités, sur quoi il faudrait agir en priorité, on retrouve systématiquement, par exemple, la lutte contre la désertification médicale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment marqué, le manque de médecins et globalement la présence de services publics, globalement aussi la présence d'écoles. Donc, on sent bien qu'il y a on va dire, cette demande d'avoir des services, de proximité. Et dernier chiffre que je vous donne, parce que l'objectif, là, c'est pas de vous exposer que des chiffres, mais c'est quand même un chiffre qui est assez intéressant et qui, pour moi, est très significatif. Quand on interroge donc les deux panels sur quel est votre sentiment, est-ce que vous pensez que votre commune bénéficie de l'action des pouvoirs publics? Et là, pour l'ensemble des Français, 67% va répondre oui. Et pour les ruraux, c'est seulement 49%. Donc, il y a un énorme écart. Et c'est la slide 24 pour ceux qui veulent regarder. Plus la commune est petite, eh bien, plus ce sentiment d'inaction est fort. Dans les communes, par exemple, de moins de 200 habitants, on a seulement 25% de la population qui estime bénéficier de l'action des pouvoirs publics. Donc voilà sur cette enquête, pour être très bref là-dessus, mais tout ça pour dire qu'on est bien face à j'allais dire, un double effet qui peut paraître paradoxal, à la fois une attractivité liée à la qualité de vie, mais un sentiment d'abandon, de déclassement chez toute une partie de la population qui estime ne tout simplement ne pas bénéficier à ces services. Et si on l'analyse de manière, j'allais dire, plus empirique, ces dernières années, évidemment, l'image de la poste qui ferme, de la gare qui ferme, de l'hôpital qui ferme, du médecin qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé, le fait d'avoir peu de solutions de transport et donc de devoir utiliser son véhicule individuel, alors que ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de s'en passer le plus possible. Tout ça, ça a créé ce sentiment. Donc nous, à Famille Rurale, nous avons, en tant que, évidemment, société civile, interpellé le gouvernement de multiples reprises. Il y a eu un certain nombre de plans sur la ruralité. Voilà. Donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, il faudrait mettre plus de moyens pour vraiment porter politiquement cette question. Mais du coup, on essaye aussi, de par nos actions, eh bien, nous, d'apporter notre pierre à l'édifice, et on le fait avec l'ensemble des services à la population que nous animons. Il faut savoir aussi que dans le contexte actuel, on est quand même dans une phase où on a eu les Gilets jaunes en 2018. Typiquement, voilà, l'augmentation du prix de l'essence, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sur ce que je disais, des personnes qui se disent je n'ai que mon véhicule pour me déplacer et voilà, les prix augmentent et donc il y a une forte contestation, mais évidemment qui avait d'autres ressorts beaucoup plus larges, mais on voit bien que cette question de la mobilité, elle peut être déterminante. Et puis ensuite, on a eu la crise inflationniste. Et là, il y a des chiffres qui nous le montrent, mais les ruraux, évidemment, ont été beaucoup plus touchés par cette crise inflationniste en raison des prix de l'énergie. Donc, à la fois les prix des carburants, mais aussi le prix d'énergie de chauffage, puisque en milieu rural, on a fait aussi une étude là-dessus. On a évidemment des habitats qui sont plus grands et surtout où il y a beaucoup plus de passoires énergétiques, donc plus difficile de se chauffer. Et ça a fait que les ruraux ont été touchés d'1 ou 2 points de plus quand on regarde par exemple entre Paris et les territoires ruraux, donc ce qui a alimenté aussi une forme de colère. Donc nous, on essaye, bien au-delà des positions que l'on va porter, concrètement d'agir sur le terrain. Alors, je vais vous donner quelques exemples qu'on a développés ces dernières années, et justement qui montrent que le rôle des associations de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, elle est déterminante pour justement améliorer les choses. Je vais prendre un exemple très concret.
c'est celui de la dématérialisation des services publics. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on a voulu, enfin, l'État a dématérialisé par exemple les cartes grises. Ça a créé un certain nombre de problèmes, ça ne fonctionnait pas. Et puis, on mettait un numéro d'aide en ligne qui, le comble, était payant. Donc, vous imaginez la personne qui déjà n'a pas de connexion Internet parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau. Il essaie de faire sa carte grise en ligne et puis là, ça ne marche pas, puis il paye encore quand il appelle un numéro d'assistance. Donc, on a travaillé là-dessus et il y avait une mission préfecture de nouvelle génération. Et nous, on s'est dit, ben, on a ces 2000 associations, on a des points, et vu qu'on parle des lieux, c'est important, on a beaucoup de lieux physiques, en fait, hein, que ce soit des espaces de vie sociale, l'association, les permanences conso, etc. Donc, on s'est dit, on va solliciter notre réseau pour monter des points de médiation numérique. On a historiquement, Famille Rurale est une très ancienne association qui date de l'après-guerre. On s'est dit, voilà, on avait ce rôle d'écrivain public pour aider les gens, etc. Donc, on va le faire évidemment au numérique. Donc, on a monté un projet d'ampleur et en 3 ans, on a monté 200 points de médiation numérique où vous pouvez être accueilli. Il y a des formations pour apprendre à se servir de l'outil numérique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a beaucoup de nos concitoyens, c'est pas seulement les personnes âgées qui sont éloignées du numérique, 17 millions. Et donc, on a des jeunes aussi qui vont savoir se servir d'Instagram, mais pas faire une démarche en ligne. Donc, il y avait à la fois des formations et puis à la fois un accompagnement pour faire ces démarches en ligne. On a certaines structures qui ont été labellisées Maison France Service, pas toutes. Mais donc voilà, on a participé avec ces points de médiation numérique qui sont aujourd'hui au nombre de 200. Donc c'est quand même un maillage important et ça rend un vrai service à la population. Par ailleurs, nous avons également conduit un programme pour créer des tiers-lieux en milieu rural. Donc, les tiers-lieux, ce sont ces lieux où on trouve différentes choses, ces lieux mutualisés. On va pouvoir avoir accès à un Fab Lab ou par exemple à des cours, à une exposition. Et il y a plein de choses différentes. Les tiers-lieux, c'est très varié. Donc, nous, on a fait un accompagnement justement pour monter une trentaine de tiers-lieux, famille rurale, mais aussi avec des partenaires. Et ça, ce sont des lieux qui fonctionnent bien parce que ça permet de redynamiser aussi les petites communes, les villages. C'est des lieux de rencontre où on va avoir du lien qui se crée. Alors parfois, on peut mettre à disposition, on en parlait, une connexion haut débit, très haut débit, parce que même si ça s'est amélioré pendant un moment, c'était un problème aussi. La fracture numérique faisait vraiment partie intégrante de cette fracture territoriale. Et puis le dernier projet qu'on est en train de conduire en ce moment, c'est sur cet enjeu de la mobilité que j'évoquais. On est dans une période évidemment où il y a une nécessité de transition écologique, donc il faut avoir une mobilité décarbonée. Malheureusement, quand on est dans une grande ville, on a des métros, des transports collectifs, on a des gares TGV. En milieu rural, c'est un petit peu plus compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de modèle de développement de cette mobilité décarbonée en milieu rural, donc ça peut participer au sentiment de colère que j'évoquais, ou en tout cas d'incompréhension. Donc fournir des alternatives. Nous, on a créé, enfin ça fait longtemps que ça existe, mais on développe du transport solidaire. Donc tout simplement, ce sont des chauffeurs bénévoles en fait qui vont conduire des personnes qui n'ont pas de moyens de mobilité donc de manière bénévole, mais via l'association, il y a toute une réglementation. Et en fait, il y a juste une indemnité kilométrique pour compenser. Et ça va permettre, par exemple, d'aller faire ses courses et on accompagne la personne, on descend du véhicule, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Donc, nous, notre objectif, c'est de lier ça, évidemment, avec d'autres moyens de mobilité. On réhabilite des vélos qu'on met à disposition des familles, etc. Donc, on va essayer de créer cette fois-ci des plateformes de mobilité, aussi en utilisant nos lieux physiques dans un certain nombre de communes, tout simplement, et en lien, bien sûr, avec les collectivités locales, puisque nous, on travaille forcément avec les mairies et les communautés de communes. Donc voilà, c'est 3 exemples de projets solidaires et qui justement créent du lien avec la population et apportent des solutions. Donc ça, voilà, c'est le volet vraiment concret qu'on peut mener. Et je conclurai en disant que pour faire tout ça, alors évidemment, on a des cotisations de nos adhérents, on a des financements publics qui, bon, des fois, parfois peuvent se faire rares et la période qui arrive est un peu inquiétante. Mais on a aussi créé, du coup, un fonds de dotation avec des mécènes, des grandes entreprises privées. Et donc, ça nous permet d'apporter aussi, ça s'appelle Rural Move. Donc, moi, je suis aussi secrétaire général du fonds de dotation. Et ça nous permet, avec des appels à projets, etc., de financer non seulement des initiatives familles rurales, mais aussi des initiatives d'autres associations en milieu rural pour participer au développement de ces solidarités dans les territoires ruraux. Merci Jean-Baptiste, hyper intéressant bien sûr, hyper riche.
mais on va garder cette frustration. Vous pouvez poser vos questions, réagir par le chat, hein, n'hésitez pas, il est libre. Et ensuite, on échangera dans la deuxième partie du temps. Merci vraiment pour ton intervention. Tu avais partagé le lien Rural Move. Je vois là une question dans le chat. C'est pas Rural Mood qui pourrait être pas mal, le Rural Alors, Mood. ça aurait pu être Rural Mood, mais c'est C'est pas Rural mal. Move. On Ouais, pourrait. Il y a une idée. Ça me va ouais. bien aussi. Et Rural Move participe au C'est Rural Rural Mood, Move. certainement. Merci beaucoup. Juste à nouveau, ceux qui veulent brancher leur caméra, vous pouvez, en acceptant bien sûr d'être dans le replay. C'est bien pour ceux qui interviennent d'avoir des visages. Si vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Euh, et merci pour ton intervention. 15 minutes, parfait. Nickel. Exactement 15 minutes. Raphaël, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux brancher ton micro? Oui, je t'entends bien en tout cas, et voilà, j'espère que vous m'entendez aussi. Très bien. Merci de ta présence. Rapidement, pour présenter Relier. Donc, toi, tu es coordinateur de Relier, qui est une association nationale d'éducation populaire qui fêtera ses 40 ou 50 ans l'année prochaine. 40? 40. 40 ans l'année prochaine. Donc, vous êtes un peu plus jeune que Famille Rurale, mais c'est déjà bien. À côté, on est tout petit, nous, avec 1000 cafés et tout jeune. Euh, Donc, vous intervenez à l'échelle nationale sur différentes thématiques, l'habitat, l'agri-ruralité, l'installation, les tiers-lieux aussi. Ça a été dit, on est tous un peu sur ces sujets-là, avec, comme philosophie, si on peut le dire comme ça. En tout cas, une manière, c'est un mouvement d'éducation populaire avec toutes les valeurs et les manières, les méthodes de l'éducation populaire qui sont très fortement ancrées dans le projet de Relais, d'où le projet Relais vient même, hein, on vient de là. Tu me corrigeras hein, si je dis des bêtises, avec un mode de faire qui est celui de la recherche-action. Donc, c'est identifier les problèmes, mettre en place des solutions, expérimenter, évaluer et documenter, tout ça dans une boucle avec ce souci de toujours de progresser, d'essaimer et de transmettre. Voilà pour relier en quelques mots, mais tu vas nous donner deux, trois exemples. Euh, Justement, toi, tu nous parles de Saint-Afrique, dans l'Aveyron, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Écoute. Là, je vous appelle des bureaux de l'association. Enfin, le siège se trouve en Sud-Aveyron. Donc, effectivement, je pourrais en dire un peu plus sur cette dynamique-là Ouais, en local. Peut-être juste en complément de ce que tu as présenté, et merci pour l'initiative et la présentation. Juste te dire que Relier est une structure très souple et légère, dans le sens où elle n'a jamais eu plus de 4 salariés, et elle fonctionne essentiellement en réseau avec d'autres structures qui ont une réalité locale ou thématique, et qu'elle va chercher justement à mobiliser en fonction des chantiers abordés. Donc on sert surtout à rassembler, mettre en action des personnes concernées par un même sujet, du moment que ça a trait à des questions d'installation ou d'activité en milieu rural. Voilà. Sinon, effectivement, dans la façon de travailler, enfin, c'est ce que tu as dit, quoi. C'est partir un peu d'expériences originales, de signaux faibles, rassembler les personnes pour avancer ensemble sur un problème identifié et tenter de construire une réponse. Voilà, en gros. merci pour ces précisions. Bah, du coup, est-ce que tu peux, là, on a fait le chapeau global à travers euh, les exemples que vous menez actuellement ou dans le passé, puis peut-être avec l'exemple aussi de Saint-Afrique, parce qu'il y a un projet dans le projet. Il y a des réalisations concrètes. Nous dire un petit peu ta vision, la vision de Relier sur. Et puis, j'ai pas dit, mais tu es administrateur de Transrural Initiative aussi. Voilà, comme ça, je te présente complètement. Euh, En quoi ces territoires ruraux aujourd'hui sont vecteurs de solidarité et de coopération? Parce que un des premiers trucs qu'on s'est dit quand on a échangé, on a pris contact, c'est que on se posait les mêmes questions sur, on se reconnaissait pas sur le climat ambiant et la parole qui était portée. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites là-dessus et comment tu peux nous illustrer ça à travers quelques exemples? Alors, peut-être déjà pour commencer, effectivement, on a tendance à parler pas mal de ce qui
fonctionnent pas bien, ou des difficultés. Et voilà, elles sont réelles. Jean-Baptiste en a pas mal parlé là, à travers différents exemples hein, sur le transport, le maintien ou l'accès aux services publics. Donc tout ça, c'est important. C'est important de reconnaître ces difficultés-là. Mais par ailleurs, face à ça ou à côté de ça, il y a beaucoup de solidarité informelle ou plus organisée qui existe en milieu rural. Euh, on peut en citer pas mal, mais justement, notamment dans le fonctionnement, des fois, pour partir de chez soi, faire ses achats, beaucoup de solidarité villageoise ou pour, par exemple, se déplacer à plusieurs, mutualiser des équipements ou des locaux, dans l'habitat et tout ce qui tourne autour de l'entretien des maisons ou des jardins aussi. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les pratiques des personnes qui s'investissent à Relier, qui participent à nos rencontres. Voilà. Après, il y a aussi des solidarités qui sont plus organisées, instituées, notamment à travers des lieux, parce que vous nous avez proposé aussi un peu ce focus-là, et donc je trouve intéressant d'en parler. Il y a beaucoup de lieux en fait qui sont supports d'abord à la rencontre et au brassage entre les différentes personnes qui vivent ou qui arrivent en milieu rural. Donc ça peut être sous la forme du café classique, de la MJC, de différents locaux de réunion. Certains se nomment tiers-lieux, là on l'a déjà évoqué. Et donc pour prendre un exemple concret que je vis régulièrement et sur lequel on travaille par ailleurs en termes de programme d'action, nous, on est beaucoup sur des lieux qui mutualisent à la fois des bureaux de travail, un espace de convivialité ou de rencontre, notamment à travers des cafés associatifs. Et donc là, présentement, à Saint-Afrique, on a cet exemple avec l'immeuble du lieu-dit qui se trouve dans le bourg de Saint-Afrique. Donc pour situer, c'est une commune de 8000 habitants en Sud-Aveyron où depuis une quinzaine d'années, donc il y a des locaux qui ont été repris et aménagés pour installer ce café associatif au rez-de-chaussée, avec un espace bouquinerie, différentes activités qui sont proposées principalement par des bénévoles, donc des projections débats, des ateliers pratiques, une friperie aussi qui fonctionne bien là, depuis 3 ou 4 ans, notamment depuis la première crise Covid. À l'étage, on a des bureaux partagés, d'où je vous appelle. Donc, il y a à la fois les locaux de Relier, mais aussi d'autres associations qui font de l'accompagnement au montage de projets en local, comme l'association ID, qui est membre du réseau des CREFAD. On a aussi d'autres structures qui sont plus actives sur les questions de soins, d'attention aux autres, qui nous ont rejoints plus récemment. Donc, il y a une antenne du planning familial. Il y a aussi une association qui s'investit pour les droits des enfants et une association qui s'est créée récemment autour de la santé mentale, mentale. Donc, on a cette dynamique-là qui repose sur le fait de prendre ensemble des locaux, de s'équiper aussi avec des outils qui servent à tout le monde, que ce soit en termes de copieurs, salles de réunion, bibliothèques, matériel divers de papeterie. Et au-delà de l'équipement et du partage du matériel, ça crée aussi En fait, on essaie de mettre en place une forme de complémentarité entre nos actions pour assurer des services d'information, de conseil ou d'accompagnement aux gens qui souhaitent s'installer ou qui veulent développer une activité par ici. Voilà, donc ça fait une quinzaine d'années que c'est en place. C'est un exemple parmi d'autres. Et pour dire aussi dans quoi ça s'inscrit plus largement, le lieu-dit, qui est le nom du café associatif qui est juste en dessous de nos locaux, fait partie d'un réseau national qui s'appelle le Réseau des cafés cantines associatifs, qui a aujourd'hui plus de 200 adhérents. Et pour beaucoup, il y a aussi ce fonctionnement avec des locaux partagés au-dessus, une fonction d'accueil et d'information qui est pas forcément mise en avant formellement, mais en fait pour laquelle beaucoup de gens en fait viennent ici. C'est-à-dire qu'en venant dans ce café et dans ce lieu, ils vont aussi trouver pas mal d'informations sur est-ce qu'il y a des logements disponibles à proximité, est-ce qu'il y a des propositions de formation ou de stage. Donc ça rend aussi ce service-là
Et il y a des choses aussi qui relèvent de l'imprévu qui vont se monter parce que des gens se rencontrent dans le lieu, vont avoir accès à certaines informations. Donc voilà, c'est un exemple de coopération et de solidarité qui peuvent se nouer à cette échelle-là. Et en fait, vu qu'on avait bien conscience qu'il y avait pas mal d'autres expériences de ce type-là qui se montaient en milieu rural, depuis 2016, on s'est lancé dans un programme d'échange et d'action autour des tiers-lieux, plutôt avec une base associative. Parce que parmi nos partenaires, il y en avait déjà beaucoup d'autres qui avaient envie d'échanger sur leurs pratiques, leurs fondements. On a commencé à organiser différents ateliers thématiques sur nos différents montages et modèles juridiques ou financiers, sur nos différentes formes d'organisation interne, comment on prend les décisions, qui fait quoi dans les lieux, comment on accueille et on tient compte de ce qui se passe aussi à côté, voilà, pour pas être un projet parachuté. Et c'est vrai que cette notion d'accueil est assez centrale, en tout cas dans les lieux qu'on suit ou qu'on accompagne. Voilà. Donc, concrètement, après, au-delà de ces petits ateliers thématiques qu'on a commencé à mettre en place, vu que ça rencontrait un certain intérêt, on a organisé différentes rencontres nationales sur 2 à 3 jours, avec une centaine de participants à chaque fois. La première s'est tenue à l'Odève, dans une ancienne distillerie dans l'Hérault. Et puis depuis, on a reconduit 2 fois l'expérience au Moulinage de Chirol en Ardèche et plus récemment en Bourgogne, à Toussy, sur un lieu qui s'appelle la Californie. On, on voyait qu'il y avait un intérêt à poursuivre l'échange de pratiques entre ces lieux-là. Du coup, ça a débouché sur la création d'une association qui est encore récente, qui s'appelle Les Tiers-Lieuses, si jamais certains veulent en savoir plus. Voilà, donc peut-être un exemple. Et je peux peut-être mentionner un autre sujet sur lequel on a pas mal travaillé avec Relier, dans le domaine de l'habitat, notamment l'habitat des paysans et des artisans. En fait, on a travaillé dans le cadre du programme Terreau sur une étude en fait, sur les différentes formes d'habitat, difficultés et situations rencontrées par les agriculteurs. Et donc, dans le cadre de cette étude, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'un tiers des fermes et personnes actives qui nous ont répondu, qui disaient avoir recours à des formes de mutualisation, coopération au niveau de leur habitat. Donc, c'est-à-dire concrètement des gens qui partagent des locaux à la fois pour vraiment leur logement, mais aussi pour leurs différents équipements de stockage, accueil de volontaires, personnes qui viennent donner des coups de main sur la ferme. Et sur ces formes aussi d'habitat, il y a beaucoup de modes aussi légers, réversibles ou mobiles. Donc, aussi des installations qui peuvent être mises en place autour des fermes, justement pour répondre aux besoins de logement, d'accueil, qui est central dans le démarrage et le prolongement de l'activité agricole. Voilà, donc pour retrouver aussi ce qui s'est fait, on a un petit compte rendu et un site internet dédié qui a été ouvert, qui s'appelle Habitat Installation Agricole, qui est aussi consultable, où on retrouve à la fois des actualités, différents documents, ressources, et puis quelques expériences et acteurs. Merci, Raphaël, super. Plein de belles initiatives. J'ai mis le lien sur les tiers lieuses et, et les études de famille rurale sont super et les productions et les écrits de Relier sont vraiment chouettes aussi sur les tiers-lieux et sur d'autres. Enfin, il y en a plusieurs que j'ai lus, donc je vous invite vraiment à les découvrir ou les redécouvrir pour ceux qui ne les connaissent pas. On poursuivra l'échange avec toi. Après, n'hésitez pas à nouveau de vous emparer du chat s'il y a des questions pour les intervenants qui peuvent être répondues comme ça, sur des sources, sur des questions précises. Jean-Baptiste, Raphaël, reste avec nous jusqu'à la fin de toute façon. Chloé, est-ce que tu es avec nous? Oui, Raphaël. Bonsoir, rebonsoir, Chloé. Bonsoir. Bonsoir. Euh, super de te compter parmi nous. Donc, on est les plus jeunes autour de la table, enfin autour de la table, en tout cas parmi les intervenants animateurs.
Tu es présidente de 1000 cafés et Super. porteuse de projet aussi d'un lieu dans l'Oise, mais tu pourras peut-être nous en dire un mot après. Présidente de 1000 cafés, 1000 cafés qui est une initiative, un programme porté par le groupe SOS, donc dans un format différent, qui a été lancé il y a 4 ans, 5 ans? 5 ans bientôt, on va fêter 5 notre ans? anniversaire aussi. Ouais. Qui consiste à outiller, aider des gérants de café à ouvrir les lieux et mettre en lien, relation des communes qui ont ce besoin avec des porteurs de projets en amenant un accompagnement. Vous avez ouvert, vous travaillez, alors il y a des partenariats avec plus de 220 communes, mais aujourd'hui vous avez ouvert, tu as corrigé dans les notes que j'avais préparées, 80 lieux, donc ça va vite aussi chez vous. Voilà, 80 cafés. On n'est pas encore à 1000, hein, mais bon, il y a encore de la place. Donc, 80 cafés. Le, Alors, je vous avais invité parce que je trouvais ça hyper intéressant de croiser aussi les acteurs historiques, les acteurs comme Famille Rurale, Reliés, qui sont là aussi sur le territoire depuis un bout de temps, et puis des nouveaux acteurs comme nous aussi qui sont arrivés plus récemment, avec aussi des modèles différents. Euh, Vous avez déjà, alors même s'il y a 5 ans d'expérience, aujourd'hui, c'est que vous menez pas mal de choses sur l'évaluation. Qu'est-ce qui se passe sur vos lieux? Parce qu'il y a une intention initiale. Donc, pour te lancer, je veux bien que tu nous dises quelle était l'intention initiale au-delà de juste d'acheter un café. Je pense qu'il y a des choses derrière, tu vas nous le dire. Et puis, ce que vous mettez en place aujourd'hui sur la mesure, l'évaluation, l'utilité, la mesure d'impact social. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je vais vous raconter ça et puis un rapide petit rebond, mais c'est vrai qu'on est une initiative récente comme Village Vivant, mais je pense que on se nourrit aussi beaucoup de ce qui s'est fait avant et donc de structures historiques et de l'action qui a pu être menée notamment par Famille Rurale. Moi, j'ai 15 ans j'ai administratrice d'une EJC depuis 15 ans et du coup, c'est aussi, je pense, hyper important de repartir aussi de cette historique et de tout ce qui a pu être mené avant. Et je pense qu'on s'en nourrit aussi énormément. Donc, je suis ravie de croiser ces regards à ce moment-là. On a lancé 1000 cafés du coup il y a 5 ans en partant d'un constat qui est assez simple et donc qui est assez connu de tous, c'est-à-dire dans un peu plus de la moitié des communes rurales. Donc quand on dit rural, là en l'occurrence, on parle plutôt de communes de moins de 3500 habitants, c'est-à-dire le village, une commune peu dense, quoi. Dans plus de la moitié d'entre elles, il n'y a plus de commerce ou de lieu de convivialité et de services. On pourrait se dire, bon, quelque part, c'est la tendance générale de cette nouvelle ère. Néanmoins, on voyait bien l'impact que ça pouvait avoir sur les habitants. Donc, il y a à la fois les études de Famille Rurale, mais aussi les études du Conseil d'analyse économique qui montraient bien ce lien de corrélation entre disparition des commerces de proximité et sentiment de mal-être chez les habitants de ces communes-là parce que bah, ces commerces, ils jouaient à la fois évidemment un rôle de service, mais aussi un rôle et une fonction de sociabilité. Et puis par ailleurs, un peu plus de 80% des habitants qui sont interrogés disent, bah, en fait, nous, on a hyper envie de voir le lieu de convivialité renaître dans le village. Donc, en partant de ça, on s'est dit, bon, en fait, acteurs de l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on se retrousse les manches pour venir un peu travailler ce sujet de cette exclusion qui est en train de poindre. Et donc, on s'est retroussé les manches à la fois pour venir soutenir des lieux déjà existants et puis aussi pouvoir soutenir la création de nouveaux lieux. Et donc, ces lieux-là, c'est un peu ce que mentionnait aussi évidemment Raphaël, en milieu rural, ces lieux-là, il y a toujours cette dimension de polyvalence, en tout cas de mutualisation qui se développe. Et donc, ce sont des lieux, dans un café, on retrouve évidemment le café, mais aussi des services divers et variés qui vont pouvoir se retrouver dans ce lieu. Est-ce que là-bas, c'est de l'épicerie? Est-ce que dans un autre endroit, c'est plutôt un endroit de programmation culturelle qui va se développer? Est-ce que c'est le point numérique? Est-ce que c'est la presse, etc., etc. Tout ça en fonction des besoins du territoire, mais dans une logique un peu de mutualisation au sein de ces lieux. Et donc, on a, pendant 5 ans, très concrètement,
on est reparti un peu des problématiques qui pouvaient se poser pour pouvoir développer notre action. Et donc, la première chose, c'est évidemment dans ces lieux, dans ces villages, de venir retravailler et avec les habitants et avec la municipalité sur, OK, est-ce que ça ferait sens pour vous de venir recréer un lieu? Qu'est-ce que vous aimeriez y retrouver? Est-ce que vous êtes prêt à vous y investir? Sous quelle forme, etc. Mais en tout cas, qui est cette première étape un peu préalable de mobilisation autour du projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a forcément une réflexion à avoir sur quel est le bon modèle à développer dans ces communes-là en fonction de la volonté des habitants, de la présence du tissu associatif en local, du potentiel économique. Est-ce que c'est plutôt un café qui aura un modèle entrepreneurial? Est-ce que c'est plutôt un café qui aura un modèle associatif? L'objectif étant que ce projet soit viable et tienne dans le temps. Donc ça, c'est une réflexion qu'on accompagne au travers un peu de phase de préfiguration. L'ingrédient important aussi, c'est évidemment la question du porteur ou des porteurs de projet quand on est dans une dynamique plutôt associative, parce que, en fait, évidemment, c'est elles et eux qui font l'âme du lieu. Et donc, il y a un enjeu aussi à venir identifier, aider les municipalités à identifier le porteur de projet pour qu'il y ait un projet de territoire, puis un projet de vie qui se rencontrent. Et l'ingrédient sur lequel on a évidemment travaillé, c'est cette question un peu de la montée en compétences, parce que c'est souvent un métier, gérant de café multiservice en milieu rural, qui a parfois été un peu sous-estimé. On dit que c'est simple, en fait, de gérer un petit café dans un village. Mais en fait, on demande beaucoup de maîtriser beaucoup de casquettes à la fois, c'est-à-dire gérer une structure, bien connaître les habitants, développer des services, maîtriser quand même le métier de cafetier et de restaurateur, etc., etc. Et donc ça, personne ne l'a d'emblée. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté un petit programme d'accompagnement et de formation. Et puis, le dernier point, c'est que, toujours dans cette logique un peu de mutualisation, ce qu'un café a un prix à un endroit, en fait, il peut le partager à d'autres. Et donc, c'est cette logique un peu de réseau, d'échange de bonnes pratiques et de savoir comment tu as fait pour monter ta programmation culturelle, comment est-ce que tu fais pour monter ton relais poste, etc. Et puis, de pouvoir aussi mutualiser un certain nombre de contrats, d'animations, etc. Donc, voilà, une logique de réseau à la fois entre porteurs de projets et puis entre les. Une fois qu'on a fait tout ça, quand on revient à l'échelle du café, et c'est ce que tu mentionnais, Raphaël, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça génère, la création de ces lieux, ou en tout cas le maintien de ces lieux-là dans les villages. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est un travail d'évaluation qui est mené par Arnaud, qui est doctorant chez nous sur le long cours, et qui vient regarder sur différents aspects, à la fois sur des aspects plutôt sociaux. Est-ce que ça recrée des nouvelles interactions sociales? Quel type d'interaction? Est-ce que ça recrée aussi quelque part de la confiance en l'avenir, dans les institutions, etc. Et puis sur des aspects plus économiques et écologiques, est-ce que ces lieux-là, ils permettent de faire vivre un tissu de producteurs locaux, de TPE locales, etc. Et donc ça, c'est un travail qu'on mène sur le long cours. Évidemment, on sait que ce sont des lieux qui sont assez essentiels. On sait qu'ils vont recréer de la convivialité du service. Il y a déjà des résultats qui sont hyper encourageants. Là, on a travaillé d'un peu plus près sur le sujet des seniors. Et déjà, là, dans les premiers résultats, on voit que il y a un peu plus de la moitié des seniors qui fréquentent les cafés qui retrouvent une personne ressource dans le café. Elles vont rencontrer quelqu'un qui, ce que mentionnait M. Raphaël, qui va permettre, avec lesquels on va pouvoir recréer un peu de la solidarité informelle qui va venir l'aider, soit à venir faire les courses, soit passer une petite visite, etc. Mais quelque part, le café, c'est le point de départ d'une nouvelle relation, quoi. Donc ça, c'est un travail qu'on poursuit. Et puis peut-être un second point qui rejoint un peu plus les réflexions qu'on a eues récemment, notamment, et tu le mentionnais aussi, Raphaël, suite aux dernières élections, enfin voilà, qui était aussi un temps de participation citoyenne important. Évidemment, les résultats nous ont interpellés. Parce que quand on disait, en fait, il y a un lien de corrélation entre sentiment de mal-être
et disparition des commerces de proximité, en fait, l'un des indicateurs pour évaluer ce sentiment de mal-être, en l'occurrence de façon tout à fait objective par le Conseil d'analyse économique, c'était ce vote extrême droite. Et donc, évidemment, quand on voit le résultat des dernières des élections, bah, nous, ça nous a forcément questionné. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que notre action est toujours pertinente, etc. En tout cas, qu'est-ce qu'on doit euh, en tirer? Et il y a un peu 3 points qui ressortent de ça. Évidemment, le premier, c'est que le sentiment de déclassement dont on a parlé, bah, en fait, il est toujours présent, si ce n'est plus. Et du coup, bah, en fait, on peut se dire que dès lors que des services publics disparaissent, que des commerces, que des centres sociaux ferment, que de la vie associative et locale, ça cesse, bah, en fait, ça laisse de la place aussi à des dynamiques plutôt de repli sur soi, d'obscurantisme, de sentiment de déclassement, etc. Et donc, c'est là l'urgence de venir recréer et soutenir des lieux qui permettent de maintenir des services, qui permettent de maintenir de la convivialité et de la rencontre. Et ça, les acteurs qui le portent en milieu rural, ce sont principalement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a urgence à venir soutenir ces acteurs pour que forcément leur action soit maintenue, voire s'amplifie pour passer ce fameux dernier ou premier kilomètre en fonction de comment on le voit. Le second point, c'est que du coup, on se dit, bon, c'est pas simplement une question de sentiment d'abandon ou de déclassement. Ces lieux-là, ils jouaient aussi un rôle un peu d'intermédiaire, quoi. Ça permettait, par la rencontre, par l'échange, le débat, le fait qu'il y ait un peu une diversité d'habitants qui fréquentent ces cafés, et de faire en sorte qu'il y ait des intermédiaires qui s'expriment. Avant, c'était le patron du syndicat du coin, l'asso du coin, etc. Et en fait, dès lors que ces lieux disparaissent, ces intermédiaires-là, ils ont plus, en tout cas moins d'espace pour s'exprimer. Et donc, nous, on croit aussi beaucoup à la fonction de ces lieux comme étant des lieux à la fois de confrontation d'idées, de rencontres, de débats, d'échanges, mais pour que ça fonctionne, en fait, il faut que ces lieux-là, ils aient une dynamique dans laquelle ils s'ouvrent au maximum, au plus grand nombre d'habitants au sein du village ou du village des alentours. Et donc, c'est là où toute la dynamique du porteur de projet à ouvrir le lieu au maximum, à un maximum de public et à continuer à aller chercher des habitants parce que ce sera toujours un processus de mobilisation en continu, il est important. Et puis évidemment, tout le processus de co-construction en amont et tout au long de la vie de ce lieu-là, il reste fondamental. Et puis le dernier petit point, peut-être pour conclure, évidemment, il y a un sujet d'image des milieux ruraux, de la campagne, des villages, etc. Là, je regardais le petit nuage de mots, on a plutôt une vision positive qui ressort. Or, c'est vrai que quand même, parfois, on peut avoir quand même le sentiment de se dire, bon, en fait, quand on habite en milieu rural, moi, la première, parfois, il peut y avoir à la fois une perception de soi qui est assez négative. Il y avait une géographe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Plouc Pride, Valérie Joussaume, là. Et voilà, en fait, c'est aussi, pas forcément un sentiment de fierté, quoi. Et aussi, parfois, une perception un peu négative de son territoire. Moi, la première, je me disais, en fait, il ne se passe rien. C'est un peu uniquement un lieu où on dort et puis basta, quoi. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas une dynamique qui est porteuse pour faire émerger des initiatives. Et donc, c'est là où c'est aussi hyper important, ce type de table ronde, mais aussi que des acteurs qui travaillent sur le terrain prennent la parole et fassent savoir ce qu'ils font. Que l'espace aussi médiatique puisse le relayer. Il y a des super initiatives qui permettent ça aussi, mais de aussi laisser penser et d'ouvrir, en tout cas de laisser penser aux habitants que c'est possible de recréer dans les villages des dynamiques un peu autres, des projets qui peuvent se concrétiser, se transformer, et que c'est pas une fatalité quelque part que de vivre dans un village dans lequel il n'y aurait plus de dynamique quelle qu'elle soit, quoi. Donc, d'autant plus un grand merci, Raphaël, d'avoir organisé cette table ronde. Et donc, on est assez convaincus chez Nick Café qu'il faut continuer à faire savoir. Parfois, on est très occupé à faire, ce qui est déjà une très bonne chose, mais on est assez convaincus
important de continuer à faire connaître ce qu'on fait pour pouvoir inspirer et donner à d'autres envie de se lancer. Merci Chloé. Tu finis avec le mot, le lien entre faire savoir et au milieu, on y tient, on tient à rajouter le côté savoir-faire. C'est côté faire, mais faire bien, évaluer, un peu dans la démarche de recherche-action que fait Relier depuis des années, et puis le faire savoir, parce qu'on porte aussi un engagement et des valeurs politiques, militantes dans nos chartes, dans nos statuts, et que on n'est pas que dans le faire, il faut qu'on témoigne de ça. Je crois qu'on a tous ça en commun, et ça nous semble important. Merci Chloé pour ton intervention et pour avoir tenu le timing. Super, vous avez été voilà, trois intervenants des bons élèves. Il y a des questions qui ont commencé à émerger dans le chat. Il y en a pour relier. Est-ce que peut-être Raphaël, tu pourras envoyer les liens? Là, on en a déjà envoyé quelques-uns. Euh, je vais les animer, mais n'hésitez pas si les intervenants voulaient répondre aussi directement dans le chat sur des points plus précis. Voilà. Je prends la dernière, puis je remonterai. Vous mentionnez beaucoup le bénévolat. Euh, Quelle est la tendance du bénévolat associatif en ruralité? Alors peut-être, en tout cas moi je permets de prolonger la question. Et là, je ne sais pas si Jean-Baptiste a des données et des infos là-dessus. On parle souvent d'une crise du bénévolat. Comment le tissu associatif et le maillage, on parlait de 120 adhérents et je ne sais pas combien de bénévoles. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'on retrouve toujours ce bénévolat? Est-ce que cet engagement se tarit? Quelle analyse vous portez là-dessus? Alors moi, j'ai pas en tête là de chiffres en particulier, mais en fait la tendance qu'on observe depuis un certain temps, c'est qu'on a quand même il y a quand même un recul. C'est-à-dire que nous, en fait, notre structure, elle est assez particulière parce qu'en fait, elle est gérée par des bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, dans les associations, on a des présidents, des trésoriers, des secrétaires, etc. Donc en fait, c'est les adhérents, c'est eux en fait qui gouvernent les associations, les fédérations départementales et la fédération nationale aussi. Et après, il y a des équipes salariées. Et donc en fait, on a quand même beaucoup de bénévoles, hein. Il y en a 25 000. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus, ça peut être compliqué de maintenir un mouvement avec autant de bénévoles par rapport à d'autres acteurs. On reste quand même un mouvement qui est vraiment basé là-dessus avec des militants, etc. Donc ça fait notre marque de fabrique. Mais pour le bénévolat, disons que ça demande quand même un engagement qui est assez important. Aujourd'hui, les formes d'engagement, elles changent. Donc on va peut-être avoir des personnes, des jeunes qui vont venir s'engager sur une cause et pas forcément une structure. Donc nous, on essaie de s'adapter à tout ça. Et c'est pour ça qu'on arrive par des initiatives que j'ai évoquées, par exemple comme les tiers-lieux, ou des initiatives sur la mobilité, avoir des bénévoles qui vont venir pas forcément pour s'engager dans la gouvernance de la structure, mais pour s'engager sur une cause, une opération, une action. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, quand on veut renouveler les structures, qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire d'intéresser les personnes du territoire sur leurs problématiques. Par rapport à tout ce qui est, on va dire, l'engagement des jeunes, alors nous, on a une branche jeune, hein, famille rurale, qui est quand même assez importante. Donc moi, je dirais que on a certes des difficultés, donc peut-être dans la gouvernance à renouveler, parce que vu qu'il faut du temps, bah, parfois ça va peut-être être des personnes qui sont plus à la retraite, etc. Mais il y a quand même une génération de gens qui s'engagent. Alors pour nous, parfois c'est plus facile parce que comme on apporte des services, forcément on est en contact aussi bah, quand on a des crèches avec les parents, etc. Le périscolaire c'est pareil. Donc ça donne envie en fait à des habitants de s'engager tout simplement. Mais c'est vrai et là, c'est plutôt sur le côté plaidoyer, on milite évidemment pour que le bénévolat soit mieux reconnu, qu'on ait plus de son travail, etc. Donc, il y a beaucoup de propositions qui sont faites à ce niveau-là. Mais en tout cas, je ne dirais pas qu'il y a moins d'envie de s'engager. C'est peut-être que les formes d'engagement, elles se modifient. Et pour compléter, je pense qu'il y a aussi un renouvellement de l'engagement municipal. Les dernières élections étaient assez fortes dans beaucoup de territoires, c'est ce qu'on observe. Et petit clin d'œil aux élus ruraux qui sont souvent les premiers bénévoles sur la C'est ruralité, clair. sur le terrain. Et voilà. Donc, le nombre d'élus n'est pas toujours une charge, comme on l'entend beaucoup, mais aussi un vivier, une ressource importante de gens engagés, de bénévoles.
Il y avait une question sur l'agriculture, le lien à l'agriculture. Raphaël, je veux bien te donner la parole. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est pas forcément notre sujet, mais on peut pas faire fi de cette réalité. Là, vous travaillez, vous, beaucoup sur les questions d'agri-ruralité et on retrouve de près ou de loin la question agricole dans pas mal de vos projets. Comment vous le liez ou comment tu peux répondre à cette question-là? Ouais, bon, pour parler de ce qu'on connaît ou ce qu'on suit, nous, il y a pas mal de projets en fait qui font le lien entre un espace de convivialité, d'échange comme le café ou le resto qui se trouve en dessous de nos locaux et qui essaie de fonctionner en circuit court justement en s'appuyant sur les producteurs agricoles du coin. Donc à la fois c'est une manière de découvrir pour les gens qui viennent au café ou au resto qui a ses agriculteurs à proximité et c'est une forme aussi de valorisation de ce que ces paysans font à proximité que d'être présents dans le café. Et concrètement, certains s'investissent justement aussi des fois dans les CA ou en tant que bénévoles dans les associations qui animent le tiers-lieu. Voilà, il y a le marché aussi qui a une fonction nous assez importante où les gens vont se retrouver enfin, voilà, pour avoir du lien direct. Voilà, donc ouais, je sais pas comment dire, il y a de la porosité, on va dire, entre les personnes qui animent, qui portent les lieux et le monde agricole, en tout cas, qu'on soutient, quoi. Ouais, merci, merci Mhm. Raphaël. J'enchaîne sur une question sur le modèle associatif qui pourrait être les cafés associatifs. Euh, je te donnerai la parole après, Chloé. Nous, à Village Vivant, puisque la question nous est aussi adressée, quand on devient propriétaire, hein, c'est bien le porteur de projet qui vient choisir son propriétaire. C'est aussi l'originalité de Village Vivant. Et on achète pour eux et on monte ensemble un programme, une coopération. Dans nos critères, on est sur des projets qui, quelques exceptions prêtes, que je développe pas, sont toujours des projets associatifs ou coopératifs. Parce que, en tout cas, dans ce qu'on observe, dans ce qu'on a pu voir, c'est des projets qui vont être souvent plus résilients parce qu'ils vont être collectifs, ils vont être plus ancrés, portés par des citoyens, par des bénévoles et du coup, voilà, apporter cette forme de résilience. Et puis pour les projets coopératifs, on a des chiffres notamment du CGScope qui montrent qu'un commerce coopératif, c'est 85% de pérennité N+5. C'est un chiffre que je cite souvent, là où un commerce traditionnel, c'est 65% pour des questions de démocratie, des questions de valorisation du capital, des questions de porteurs de projets qui se succèdent dans un projet et où la valeur créée reste dans l'entreprise. Voilà, différents pour ces différentes raisons-là. Chloé, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question sur votre modèle. Oui, en rebond, enfin, en fait, euh, du coup, même quand on parle de café au format entrepreneurial, c'est-à-dire un gérant qui créerait sa petite structure, sa petite EURL, on est toujours dans une dynamique collective. Enfin, en tout cas, nous, on les accompagne beaucoup à faire ça. Et quand je dis ça, ça veut dire que c'est un porteur de projet qui va jouer le jeu de faire une réunion publique avec la municipalité et les habitants, faire un travail un peu d'enquête, de comprendre en fait comment est-ce que les habitants aimeraient voir ce lieu, est-ce jusqu'où il est prêt à intégrer ses retours, etc. Mais en tout cas, dans une dynamique d'écoute des besoins des habitants et du territoire. Et à l'inverse, quand je dis collectif, ça joue aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est aussi une dynamique pour les habitants et les municipalités de comprendre le métier de gérant et ses contraintes. Et ça, il y a une dynamique collective qui doit se jouer parce que nous, on a aussi vu beaucoup de projets un peu imploser historiquement parce que, en fait, parfois, la municipalité, elle va se dire, mais pourquoi il n'est pas ouvert? Les habitants, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas ça, etc. Et donc, il y a aussi un enjeu à ce que les uns et les autres se comprennent bien. Donc, il y a toujours une dimension collective. Après, sur les modèles associatifs, en fait, il y a à chaque commune son modèle associatif, mais si on doit tirer un peu les grandes lignes des modèles, il y a évidemment ce modèle qui serait un modèle associatif avec un ou deux salariés parce qu'il y a une subvention souvent qui intervient. Ça peut être de la part de la CAF, du département, mais en tout cas, il y a une dynamique où il y a un subventionnaire qui vient au titre de l'intérêt général soutenir le projet.
Et puis évidemment, il y a des projets de café associatif qui fonctionnent avec un fonctionnement 100% bénévole. Et avec parfois, on parlait un peu de la question de l'essoufflement bénévole. Nous, on réfléchit aussi pas mal avec une structure qui s'appelle Mon Épi, qui crée des épiceries participatives, au fait de pouvoir réfléchir peut-être à des formats aussi de café participatif. C'est-à-dire, en fait, je donne un peu de mon temps et en échange, j'accède à ce lieu-là. Et donc, c'est aussi de continuer à se questionner sur les façons de continuer à impliquer les bénévoles. Et ça, quelque part, il y a autant de modes de fonctionnement, de modèles que de communes, que de porteurs de projets, quoi. Merci. Hop, j'étais en train de répondre à une question du coup en même temps. Tiens, une question, je ne sais pas si tu peux y répondre, si tu as ce chiffre, quelle est la rémunération moyenne d'un gérant de café chez 1000 cafés? Parce qu'en effet, les modèles économiques et la capacité de se payer sont souvent au cœur des projets. Nous, on installe des projets, on passe plusieurs mois à instruire et accompagner les projets. Et un de nos critères, c'est la viabilité économique. Alors, non pas qu'on a la science infuse, mais quand on achète et on gère de l'épargne citoyenne et quand on installe des porteurs de projets, c'est d'abord pour qu'ils puissent se payer et payer aussi les gens avec qui ils travaillent et qui se mettent aussi au centre là-dessus. Donc, je ne sais pas si des infos que vous avez de votre côté. Ouais. C'est vrai qu'on en parle, je pense pas suffisamment, mais en fait, quand on parle de rouvrir un café, on parle beaucoup de l'impact que ça peut avoir sur son territoire. Le point d'équilibre à trouver, c'est évidemment que le porteur de projet, il s'y retrouve à la fois économiquement, etc. Mais je veux dire, il y a ce point d'équilibre à trouver. On peut imaginer tous les services possibles, etc. Il faut évidemment que le porteur de projet il soit dans de bonnes conditions. Et du coup, dans les modèles, nous, qu'on a accompagnés, vus, un peu analysés, parce qu'on a aussi travaillé avec des cafés qui existaient depuis un moment. Donc, on est venu aider à se développer sur des nouveaux services ou à venir refaire du lien avec les habitants. Et c'est vrai qu'on est quand même, en général, sur une rémunération qui est autour du SMIC, voire un peu plus quand les uns et les autres arrivent à générer un chiffre d'affaires supérieur. Et puis, il y a aussi des gérants qui comptent sur la revente de leur fonds de commerce, qui est une autre variable qui peut intervenir. Et la troisième variable, c'est aussi des facilités qui parfois peuvent être proposées par la municipalité, à savoir accéder à un logement dans la commune, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y a aussi autant d'exemples que de projets, mais ça reste quand même des projets militants pour cette personne-là, au sens où quand elle rouvre ce type de lieu-là, euh, elles ne sont pas milliardaires le lendemain. Merci, Chloé. J'avais envie, n'hésitez pas à réagir encore dans le chat, moi, d'aller sur un autre champ de questions, peut-être pour Jean-Baptiste et Raphaël, sur les études que vous menez à Famille Rurale et retour d'expérience, l'évaluation que vous faites, et puis Raphaël à travers les recherches d'actions. Aujourd'hui, comment, t'en as un petit peu parlé, Jean-Baptiste, comment on arrive alors qu'on a des choses concrètes, des retours positifs, on a tous illustré à travers des exemples, à influencer les politiques publiques. Et j'ai envie d'ajouter, je n'aurais peut-être pas dit ça depuis une semaine, mais dans un contexte qui nous effraie plus, plus, plus. Et puis, Raphaël, peut-être dans un second temps, c'est comment, à travers tout ce que vous menez, l'évaluation, la capitalisation, le transfert, comment on peut passer encore, et au-delà de relier, même collectivement, à une étape encore plus forte, dire, voilà, on en parle encore plus, on fait savoir qu'il y a plein de choses positives et on donne des modèles, on donne accès, voilà. Du coup, une double question, Jean-Baptiste, peut-être si tu peux commencer. Oui, moi, c'est mon travail à Famille Rurale. Donc, effectivement, pour nous, c'est pour ça qu'on a fait ces études, hein, d'ailleurs, parce que c'est important quand on fait un plaidoyer pour aller convaincre de se baser sur des données. Donc, c'est ce que je disais en introduction. On avait bien ce sentiment, hein, à la fois d'image positive, mais parfois aussi de difficultés, etc. Donc, voilà, on est parti de là. Et puis ensuite, on a une stratégie effectivement où on interpelle les pouvoirs publics, donc beaucoup le gouvernement, le Parlement également. On essaye de
de présenter, par exemple, ces études-là pour interpeller. Et puis, on a aussi, et je pense que c'est important, on échange beaucoup avec nos collègues des autres organisations, des acteurs des territoires ruraux. Donc, on a créé il y a quelques années le Parlement rural. Hein. Au départ, c'était une association qui s'appelait Nouvelle Ruralité, justement. C'était un peu un des premiers, c'était 4 présidents de conseil départemental à l'époque. Et donc, ils ont fait d'abord une association plutôt avec des élus, et puis ça s'est agrandi. Donc, on a organisé des événements. Donc, voilà. Donc, il y a évidemment beaucoup de formes, hein, de mobilisation, mais je dirais que de ce que j'ai vu ces dernières années, la question de la ruralité, en tout cas, est plus prise en compte dans les institutions. Ça avait démarré en 2014-2015, il y avait des comités interministériels ruralité, il y a eu le plan France Ruralité. Par contre, ce que j'ai remarqué également et ce que je vois avec mon expérience, c'est que en fait, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en avant. C'est un petit peu toujours les mêmes, en fait, présentées différemment, mais globalement, je pense qu'il y a un constat partagé qui va même au-delà des clivages politiques sur ce qu'il faudrait faire. Par contre, c'est au moment où il faut vraiment le faire que les freins sont un peu plus importants. Parce que il y a une question à un moment donné aussi de moyens et de portage politique. Donc c'est vraiment là-dessus que nous on essaie de mettre l'accent. Malheureusement, c'est pas là, on parlait des élections, donc, mais c'est pas la première fois qu'on a des avertissements électoraux, entre guillemets, avec ces votes extrêmes assez forts, etc. Donc ça met en regard pendant un petit moment, c'était pareil durant la crise des Gilets jaunes, etc. Et puis après, c'est un petit peu oublié, ou en tout cas, on a des moyens mis en œuvre qui sont peut-être pas au niveau de ce qu'on pourrait espérer, mais en tout cas, dans l'agenda politique, il y a quand même eu une progression ces dernières années. Donc voilà, nous, c'est aussi, je pense, à nous, donc à tous ces acteurs que je mentionnais, de se faire aussi entendre de façon positive. Et pour le coup, je pense que l'image positive de la ruralité, ça, c'est un facteur qui, en tout cas, a évolué de manière, pour le coup, positive ces dernières années. On n'a plus la même image aujourd'hui qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans, où on voyait plutôt des territoires en déclin, il ne se passait peut-être pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit plutôt des territoires innovants d'avenir. Alors, quand on dit ruralité, c'est les ruralités. Alors, il y a peut-être aussi là des fractures qui vont se creuser, et tous ceux qui sont sur le terrain le savent bien, entre des communes rurales très dynamiques parce que proches d'un littoral, proches de la montagne, proches des villes, ou voilà, avec des attraits qui font qu'il y a une arrivée de population qui parfois va même jusqu'à, avec les néo-ruraux, à parfois poser des difficultés pour les locaux qui arrivent moins bien à se loger, et des territoires, entre guillemets, hyper ruraux, où là, la population stagne plutôt. Donc voilà, il y a vraiment des situations très diverses, mais c'est ce qu'on disait, nous, depuis le départ, et ce qu'on a fait aussi avec Famille Rurale et avec les autres, c'est que c'est presque un combat, une bataille culturelle, entre guillemets, donc politique, de mener, en tout cas, d'apporter voilà, cette vision-là au sein des institutions et aussi dans l'opinion publique. Si vous le permettez, pour corroborer ce qui vient d'être dit, je suis vice-président d'une association des maires ruraux en Seine-et-Marne, et donc je siège aussi dans certaines instances au niveau des nationales. Et effectivement, on constate depuis 2, 3 ans que nous sommes souvent associés à des instances dans lesquelles nous ne siégions pas avant. Je pense à la DRAC, par exemple, où maintenant il y a un représentant permanent des maires ruraux, et même au niveau d'un certain nombre d'instances préfectorales sur lesquelles systématiquement, quand même, il pense à ce qu'il y ait un délégué de l'association locale des maires ruraux de façon à nous faire partager son ressenti et pouvoir peser sur certaines décisions et avoir notre retour d'expérience. Merci. Cette prise de parole, ça me ramène au passage, peut-être on s'est déjà croisés, parce que dans une autre vie, j'étais à l'Association des maires ruraux de France et l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne. Euh, J'avais contribué à la créer avec Jacques Drouin à l'époque. Tout à fait. J'étais déjà dans l'histoire. Bon, donc on s'est déjà croisés alors. Bon, voilà. Très bien, ça reboucle bien. Par Raphaël, contre, vous m'excuserez, je devrais partir. D'ici peu, j'ai un conseil communautaire ce pas de soir. Je peux souci, pas pas de rester. souci. Raphaël, je te laisse compléter peut-être sur... pareil, vous faites plein de belles choses, vous avez des beaux documents, j'ai envie de dire, comment on fait pour en parler plus, pour outiller, parce qu'il y a des choses très concrètes, j'allais dire, il n'y a pas de mode d'emploi, mais des fois, on est sur des choses presque qui vont dans cet ordre-là, avec comment monter des choses, voilà. Comment on arrive à passer un cap supplémentaire. Oui, effectivement, nous, on a comment dire, on accorde de l'importance, on a eu un attachement à produire
des outils, des publications qui rendent compte de ce qui est discuté dans les rencontres, des expériences qu'on suit. Alors, on est beaucoup sur l'écrit, le compte-rendu, mais depuis quelques années, on essaye aussi d'investir aussi le format audio, notamment le podcast. On trouve qu'il y a un certain écho, enfin une certaine puissance aussi à faire entendre la parole des gens qui sont dans ces projets-là. Donc voilà, par exemple, il y a eu un web documentaire sur la question de l'accueil social et thérapeutique en rural. Donc, c'est peut-être pousser ces formats-là et utiliser les relais qu'on peut avoir au niveau des élus, au niveau des personnes investies dans les ministères. Voilà, on a aussi travaillé avec la NCT, par exemple, notamment la NCT Massif Central. Euh, Après, je pense qu'il faut aussi peut-être saisir les occasions. Oui, d'investir les instances de l'aménagement du territoire. Alors, des fois, il faut s'inviter, des fois, on nous fait des sollicitations, donc peut-être important de les honorer pour parler en fait de ce qui est fabriqué. Et après, là, juste une démarche, un outil auquel je pense, tu l'avais mentionné en me présentant, Raphaël, c'est toute la dynamique autour de Transrural Initiative. En fait, ça, c'est une revue, concrètement, une revue bimestrielle qui est mise en place à partir d'un comité de rédaction ouvert tous les 2 mois, où on recense à la fois des sujets, des idées d'articles, des propositions d'écriture. Mais plus largement, c'est en fait la structure qui porte cette revue s'appelle l'ADIR, l'Agence de diffusion et d'information rurale. Et l'idée, c'est de partager à la fois les informations, les matériaux, les analyses qu'on peut avoir justement sur ce qui se joue en rural et plus largement dans la société. Et pour l'instant, ça fonctionne essentiellement sur un système d'abonnement. On essaye d'être présent par des stands aussi ou autres, ou d'animer des journées de réflexion thématiques. Mais je pense qu'il y a un enjeu à investir d'autres espaces. Et voilà, il y a peut-être à ce que d'autres personnes puissent participer à l'écriture et à la diffusion de cette revue. Voilà. Et puis monter les alliances aussi pour s'inspirer et diffuser plus largement. Il y avait une question que je vais prendre. Êtes-vous tombé sur des maires sceptiques, voire indifférents à vos projets, mais qui finalement ont mesuré et apprécié l'impact social de vos actions? Puis Chloé, je te laisse aussi travailler beaucoup avec les élus, euh, répondre derrière, et puis le temps passe, après on va s'arrêter. Euh, oui, nous, on a des élus qui sont hyper sceptiques. Je vais aller dans les projets un petit peu presque qui ont plus marché quand il y a 4-5 jeunes qui viennent de Lyon pour aller reprendre une auberge en Ardèche, qu'il y en a deux qui ont une crête sur la tête et qui veulent monter un projet en autogestion ou coopératif. Au début, ça peut faire peur ou ça peut attirer des questionnements. Mais crête ou pas, ça a marché. Ça dépend de la posture, ça dépend de comment on crée de la coopération. C'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se fait. Et il y a quelque chose qui marche, nous, dans les territoires ruraux, c'est le faire et c'est le travail. Alors, chacun met un peu le sens qu'il veut dans le travail. Nous, à Village Vivant, pour nous, le travail, c'est ce qui paye, c'est ce qui doit être rémunéré, c'est ce qui est important, c'est pas le capital. Euh, et du coup, ça marche. Après, voilà, c'est un projet sur lequel on va quasiment mettre 1 million d'euros. Ils sont 5 à bosser, 9 en saison. C'est un projet incroyable, coopératif. Et en gros, c'est quoi? Quand on va sur un territoire, quand un projet nous appelle sur un territoire, on va pas tout de suite nous parler de sujets dont je ne vais pas forcément parler aujourd'hui, sur les communs, la propriété, le rapport au marché, voilà, ce genre de choses. On y va pour réouvrir des lieux. Quand on réouvre des lieux, et quand ça marche, par contre, c'est là qu'on a une mission de dire pourquoi ça a fonctionné, pourquoi on défend ce modèle. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller sur le terrain politique, de la sensibilisation, etc. Quels sont les problèmes immobiliers? Pourquoi on a réussi à déployer telle ou telle solution? Et on tire notre légitimité, nous, un village vivant, du faire, de l'expérience. Et c'est vraiment ce truc, j'y reviens, hein, faire, savoir faire et faire savoir. Et quand on est sur les territoires, j'ai beaucoup, ça fait 15 ans que je travaille, presque 20 avec des élus et des territoires ruraux. Je, euh, L'expérience, la réalisation est inattaquable. Voilà, il faut qu'elle soit inattaquable de notre côté. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à pousser des barrières, à pouvoir expliquer
des modèles différents, mais quand ça marche, il n'y a pas de sujet. Peut-être Chloé aussi, toi, pareil, vous bossez avec beaucoup de communes rurales. Oui, alors de façon un peu différente, puisque nous, souvent, la personne qui nous sollicite, c'est souvent une municipalité. Donc, quelque part, ça témoigne d'une première volonté de réfléchir à un projet de lieu de convivialité dans le village. Le sujet parfois qu'on peut avoir avec ces élus-là, c'est plutôt le fait de développer un peu un autre rôle, une autre fonction, qui est un peu le rôle de facilitateur dans ces projets-là. Ce qui n'est pas forcément très évident parce que parfois on a plutôt l'habitude, ils ont plutôt l'habitude d'être gestionnaire de certaines politiques publiques obligatoires, etc. Mais d'avoir cette posture un peu de, bah, dans le café, je vais pouvoir m'impliquer, non pas en étant le patron du café, mais en faisant connaître le café, en faisant des retours, en faisant des suggestions, etc. Mais de jouer un peu ce rôle de facilitateur. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans la dynamique de réseau des élus de Mille Café pour avoir un peu une posture euh, différentes et qui évoluent parce que ce qui est certain, c'est que ce type de lieu-là, en tout cas ceux qu'on accompagne, ne fonctionne pas si la municipalité se dit bon bah moi je suis quelque part juste propriétaire des murs et je donne les clés dans un village de 300 habitants. Si la municipalité elle n'est pas embarquée avec autour de ce projet-là pour y contribuer de diverses façons, bah c'est souvent des projets qui sont pas si évidents. Et donc c'est un peu tout ça qu'on travaille dans le cadre du réseau des élus. Ah, Raphaël, on t'entend plus. Ouais. Ah ouais. Mm. Je vous donne une phrase courte chacun, enfin, ou un petit bout d'intervention, mais qui, en guise d'ouverture, c'est, en plus de ce qu'on s'est dit, alors, Jean-Baptiste, tu parlais du Parlement rural, il y a des choses qui existent de ce côté-là. Quelle place on a, nous, acteurs de la société civile et faiseurs ou réseau de faiseurs, dans dans on va dire, les nouvelles péripéties qui se passent, politiques, le rapport au territoire, le rapport médiatique, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'il y a des choses à faire en plus? Et je veux bien chacun que vous puissiez donner des idées, des ouvertures, comme ça on n'y répondra pas, mais si on peut juste jeter des idées ou des envies maintenant. Alors, moi, je suis persuadé, pour avoir observé, moi, je viens plutôt du côté public hein, et politique au départ. Et en ayant, là, pendant 8 ans, depuis que je suis à Famille Rurale, découvert toutes les initiatives qui sont sur le territoire, toute la puissance qu'en fait peut avoir l'action associative, le bénévolat, et surtout l'impact que ça a, ben, nous, dans les services qu'on apporte à la population, mais globalement, j'allais dire, sur le lien social et tout simplement sur l'amélioration du quotidien. Moi, je pense que c'est un modèle qui est amené à se développer encore plus. Et en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire en ce moment et les réflexions qu'on essaie de porter avec Famille Rurale, c'est comment est-ce qu'on reconnaît plus ces acteurs associatifs de la société civile organisée pour les services au public qu'ils rendent, en fait. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait à un moment donné, alors, est-ce que ça doit passer par un statut? Est-ce que ça doit passer par une reconnaissance spécifique? Mais en tout cas, que notre action soit plus reconnue et plus utilisée parce que en fait on a tout le monde est gagnant à la fois sur le territoire à la fois du côté des pouvoirs publics et on a des effets leviers qui sont en fait extrêmement importants. Nous par exemple quand on va on va recruter je mentionnais tout à l'heure le projet numérique, j'en terminerai par là, on a recruté une seule personne à la Fédération nationale, mais cette personne elle a accompagné 200 points de médiation numérique. Et à la fin, c'est des milliers de personnes qui ont été aidées, juste avec un salaire. Donc, je dirais que pour ceux, les collectivités ou l'État qui peuvent parfois rechigner à vouloir financer du fonctionnement, eh ben, la preuve que ça fonctionne. Donc, je pense que voilà, ça, c'est quelque chose qu'on doit montrer au quotidien avec les actions qu'on mène pour pouvoir les développer. Merci. Raphaël? Ouais, c'est pas facile en 2 phrases, mais On bah, peut je prendre pense une qu'il y phrase a, de trois, ça marche aussi. ouais, ok. Je pense il y a quelque chose de l'ordre de, effectivement, de la reconnaissance du travail qui est fait dans les associations. Alors, quand je dis travail, ça peut être fait par des bénévoles, mais oui, je vais un peu sur le même, dans le prolongement de ce que disait Jean-Baptiste, là, de montrer quand même bah, un peu la fonction,
d'intérêt général qui est faite là. Et donc, voilà, faire entendre ça, montrer ce que ça crée. Et après, peut-être aussi investir peut-être plus d'espace du quotidien. Là, je parlais du marché tout à l'heure. Voilà, faire sortir un peu la recherche de ces circuits peut-être plus académiques pour que ça rencontre les terrains des gens. Voilà, on s'emploie à le faire, mais il faut qu'on le fasse davantage, je crois. Voilà. Merci, Chloé. Et bah, en fait, quand j'écoute tout ce qui est fait ouais, super positif quand on parle de lien social, culture et de services et tout ça, je me dis que bon, voilà, c'est des actions qui sont portées par des acteurs de l'ESS qui ont vocation quand même à s'amplifier et à se développer. On peut se dire le cœur sur la main que c'est hyper intéressant et important de le faire, mais ça ne se fera pas sans moyens. Et sans ambition politique sur le sujet. Aller intervenir dans des communes peu denses, c'est essentiel. Il y a 30% de la commune, des habitants qui habitent de France qui habitent dans ces communes-là. Et donc, je pense qu'à plusieurs, il faut continuer à apporter aussi ce message qu'on a besoin une politique déterminée sur ces sujets-là. Merci et merci à vous trois. Je ne vais pas faire de synthèse, ce serait trop prétentieux d'atelier. Il y a deux idées que je veux faire ressortir. La première qui nous tient à cœur, ça a été dit, c'est la question de l'importance des lieux, qui pour répondre à un sentiment de déclassement, de fermeture, d'éloignement des services. À Village Vivant, on parle beaucoup de lieu social plus que de lien social. Il n'y a pas de lien sans lieu, on n'y croit pas. Et l'importance du lieu est fondamentale. La deuxième idée que je retiens, ça a été dit, peut-être pas dans ces termes, c'est la question de la fierté des territoires ruraux. La fierté des territoires. Et là-dessus, j'emprunte un bon mot à une députée pas très loin de chez nous, qui aujourd'hui reprend l'idée d'avant-pays. Dire comment faut être fier aussi de son territoire, le porter, de ses initiatives, le connaître, et comment, à travers l'idée de l'avant-pays, on ne devient pas le négatif de la ville ou de la métropole, et on met en avant ses atouts, parce que les métropoles et les villes ont plein de problèmes aussi. Et du coup, il n'y a pas de raison de penser ça comme ça. Donc voilà, rétablir cette fierté aussi d'être au centre et à l'avant-garde de quelque chose. Merci à tous pour votre écoute. On a été plus de 60, 62, 63 à un moment. C'est super, top. On a encore 44, donc on va dire qu'il y a un tiers pour qui c'était trop long, mais j'espère que les autres, en tout cas si vous êtes là, c'est que vous avez apprécié. Vous pouvez, pour ceux qui veulent avoir des infos, on fera un petit mail de remerciement avec 2-3 liens aussi. Mettre votre adresse mail dans le chat et on les notera. Bon, alors la plupart ont déjà été inscrits avant, donc on les a, mais voilà. Et donc merci à tout le monde, aux intervenants, vraiment, c'est top. Et pour ceux qui veulent se quitter avec une petite vidéo, on propose de se quitter avec des sourires et des belles images. Et vous pouvez soit couper maintenant, soit couper pendant, soit couper après. On va vous montrer notre petit clip qu'on a réalisé à l'occasion de cette levée de fonds là, qu'on lance annuellement. Clémence avait partagé le lien. Et on est assez content, c'est vraiment la tonalité qu'on avait envie de donner. C'est des ouvertures, des sourires, du positif sur les territoires, sans faire dans le cliché non plus. Alors, c'est parfois pas très facile. Donc, je vous partage ça, le temps que je le branche. Et encore, merci à tous, intervenants et participants et spectateurs. Et à l'équipe de Village Vivant, il y en a plusieurs. Et Clémence qui m'a aidé aussi sur le chat et la technique. Et Florie qui sur la com, voilà, qui fait un super boulot. Merci à tous. Je partage la vidéo. Bougez pas. Hop. J'apporte beaucoup d'importance à l'éthique. Je voulais que mon épargne serve également à des choses qui soient importantes et qui soient utiles au territoire et aux citoyens qui m'entourent. Épargner à Village Vivant, c'est contribuer à un changement social. Ça permet de choisir où va son argent et de savoir vraiment à quoi il sert.
Pour moi, village vivant, c'est vraiment cette idée de remettre de la vie dans les villages. On veut une campagne vivante, avec un dynamisme, avec des services de proximité. Des épiceries, des auberges. Ça permet d'acheter des locaux, réaliser les travaux, pour que des gens qui lancent des activités puissent se concentrer vraiment sur le cœur de leur métier. Sans village vivant, ce serait probablement pas possible. C'est un village d'à peu près 550 habitants. C'est un village où il y a déjà des commerces, mais il n'y avait pas d'offre bio. L'épicerie, elle est née parce qu'il y avait un besoin et non pas parce qu'on voulait devenir épicier. Oui, les clients sont là, ils nous ont attendus. Avec Village Vivant, on a surtout fait la partie bâtiment, donc l'achat et la rénovation. Ça nous permettait, nous, de porter le risque d'une création d'entreprise, mais pas le risque d'un achat immobilier. Là, il y a eu des travaux énormes. Ils ont fait en sorte que le bâtiment ressemble vraiment à nos besoins. C'est plus des partenaires qu'un propriétaire, en fait. Voilà, ils ont créé pour nous le lieu, donc c'est top. C'est comme une grande famille, en fait, quand on vient se rencontrer ici. On crée vraiment du lien, quoi. La corderie, c'est un échange de temps, un échange de services. On peut échanger tout ce qu'on a envie, en fait. Il y a des ateliers comme l'atelier couture, tricot, écriture, anglais. On voulait changer de local, mais par contre, financièrement, on ne pouvait pas l'acheter. Donc, on a fait appel à Village Vivant pour qu'ils puissent voir si ce rêve était possible à concrétiser. On est dans un village de 1400 habitants. La brasserie de la Machine a été créée en 2020. On habite ici, on veut créer de la richesse ici, on veut créer des lieux de convivialité ici. Avec Village Vivant, on a pu tout de suite basculer sur de la vente directe, on a pu tout de suite aménager le bar. Mon épargne, elle ouvre des lieux et elle remet de la vie dans les villages. Et vous, votre épargne, elle fait quoi ? Merci à tous et bonne soirée. Merci Salut. Raphaël. Merci, à bientôt. Merci, merci.